Je vais vous raconter en exemple l'histoire de notre ciment. Vous savez, le président Obasanjo a été l'un de ceux qui se sont mobilisés pour la création d'Afreximbank, lui ainsi que l'ancien président de la BAD, Babacar Diagne. Ils estimaient que nous devons avoir nos propres institutions financières. Et je rends donc ici hommage au président Obasanjo pour avoir eu la vision de créer Afreximbank. Les leaders comme le président Obasanjo regardent toujours au-delà de ce que nous percevons. Quand Dangote parle, l'Afrique écoute. Et s'il rend hommage à un ancien président, c'est que ce dernier n'a pas seulement dirigé le Nigeria, il l'a transformé. Mais comment en est-il arrivé là? C'est l'histoire d'un jeune garçon à Abeokuta qui, déjà au collège, refusait qu'on l'appelle Mathieu, son prénom chrétien. Pourquoi? Parce qu'il tenait à rester fidèle à ses racines, à son identité yoruba profonde. Une petite rébellion qui disait déjà beaucoup de ce qui allait suivre. Et ce n'était que le début. Jusqu'aujourd'hui, même face aux plus grands leaders du monde, il refuse de porter le costume occidental. À la place, il s'habille toujours en tenue traditionnelle nigériane, symbole vivant d'un homme qui n'a jamais courbé l'échine devant les normes imposées. Bienvenue dans le premier épisode d'une série en 4 volets. On plonge dans le parcours fascinant du Chief General Dr. President Olusegun Matthew Okikiola Aremu Obasanjo. Son ascension, ses combats, ses contradictions. Dans les prochains épisodes, on découvrira comment est-il devenu le seul général africain à remettre volontairement le pouvoir aux civils. Comment a-t-il favorisé l'émergence des champions économiques comme Aliko Dangote et Tony Elumelu. Enfin, son incroyable reconversion en entrepreneur qui a transformé sa ferme en un empire agricole continental. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir l'histoire de l'homme qui a fait et défait des rois, tout en posant les bases d'un nouveau Nigeria, d'une Afrique debout. C'est tout. Installez-vous bien, l'âge d'or africain, c'est maintenant. Le 5 mars 1937, dans un village perdu au cœur du sud-ouest nigérian, Ibo-Ogun Ola-Angun, naît Olusegun Mathieu Okikiola Aremu Obasanjo. Rien, absolument rien, ne laissait présager que ce garçon deviendrait un jour le chef de l'État. Son père, Amos Obasanjo Bakole, était un simple agriculteur. Un jour, sans prévenir, il disparaît de leur vie, laissant derrière lui sa femme Bérénice et 9 enfants. Enfin, presque 9. Seul Olusegun et une sœur survivront aux affres de l'enfance. Les autres, emportés par les dures réalités d'un pays rural. Sa mère, femme de courage, se jette dans le commerce pour nourrir les siens. Pendant ce temps, Olusegun, élève dans la foi baptiste, commence à forger sa carrière. À 11 ans, il entre enfin à l'école primaire du village, le début d'une quête. Chaque jour d'école est un combat. Pour financer ses études, il pêche, coupe du bois, travaille dans les champs de cacao et de cola et même vend du sable. Oui, du sable à des ouvriers de chantier. Mais ce n'est pas tout. À l'adolescence, un geste fort, il rejette le prénom Mathieu, hérité de la colonisation. Un acte de rébellion, un acte de naissance politique. En 1956, diplôme en poche, il rêve d'université. Réussit l'examen d'entrée à l'University College Ibadan, mais le rêve se brise. Trop cher. Alors, il fait un choix radical. En 1958, il répond à une annonce discrète. Recrutement pour une formation de cadet officier armée nigériane. Une lueur d'espoir. L'armée, une voie inattendue, mais qui lui promet un salaire et surtout une chance d'apprendre. Sans un seul mot à sa famille, il s'engage. Direction Techi au Ghana, puis Mons en Angleterre. Il apprend, s'endurcit, il s'éveille.
Mais pendant qu'il s'entraîne à devenir officier, un drame. Sa mère meurt, puis son père l'année suivante. Orphelin, soldat, seul au monde, mais plus que jamais déterminé. En 1959, il rentre au pays, jeune officier, affecté à Kaduna. Et l'année suivante, le 1er octobre 1960, le Nigeria déclare son indépendance. Un nouveau chapitre commence pour son pays et pour lui. Il revient du Congo, marqué par sa première mission internationale sous l'égide des Nations Unies. Il n'a que la vingtaine, mais déjà, il a vécu ce que peu de jeunes Nigérians osaient imaginer. La guerre, la diplomatie, l'a suivi. À son retour, il s'offre un symbole, sa première voiture. Une petite victoire, mais la vie ne lui fait pas de cadeau. Un ulcère à l'estomac, le clou à l'hôpital. Épreuve, silence, douleur, puis résilience. Une fois guéri, direction le corps du génie militaire. Là, un nouveau chapitre commence. En 1962, il est envoyé au prestigieux Royal College of Military Engineering en Angleterre. Résultat, une légende se construit. Le meilleur étudiant du Commonwealth de tous les temps. Rien que ça. Retour au Nigeria, le jeune officier prend la tête de l'escadron du génie de Kaduna. Mais il ne se contente pas de briller sur le terrain. Il investit, achète des terrains à Ibadan, Kaduna, Lagos, discret, stratège. En 1965, c'est l'Inde. La Defense Services Staff College de Wellington, l'école d'ingénierie de Pune. Il observe, il apprend, il est frappé par la famine, mais il s'éveille aussi à une curiosité nouvelle, les religions, la philosophie, les civilisations. Puis en 1967, le Nigeria sombre dans la guerre civile du Biafra. Et c'est Obasanjo qu'on appelle. À la tête de la 3e division de commando des marines, il lance une opération décisive, la prise de Owerri, une victoire qui met fin à la guerre, un tournant. Le pays entre alors dans une ère d'instabilité. En 1975, il soutient le coup d'État de Murtala Mohamed. Gowon est renversé. Obasanjo devient le numéro 2 du pays. Mais quelques mois plus tard, une rafale de balles, Murtala est assassiné lors d'un coup d'État raté. Obasanjo, lui, suivi de justesse. Le 13 février 1976, il est désigné chef de l'État par un conseil militaire suprême. Un général pas comme les autres, méthodique, réfléchi, passionné par la réforme. Dès son arrivée au pouvoir, Obasanjo frappe fort. Il lance un serment national que récitent les enfants et les adultes à travers tout le pays. Chaque samedi, il tient un séminaire informel où se croisent érudits islamiques, chefs traditionnels, intellectuels. Pas seulement des politiques. Il veut entendre la voix du peuple. Face à la crise agricole, il lance l'opération Nourrir la nation. Des étudiants sont envoyés dans les fermes, des engrais subventionnés, des crédits agricoles facilités. Visionnaire. En 1978, il signe le décret sur l'utilisation des terres, conférant à l'État la propriété des terres pour stopper la spéculation foncière. Une décision radicale, applaudie par la gauche, honnie par les grands propriétaires. Mais l'économie surchauffe. L'inflation atteint les 34%. Obasanjo réagit. Mesures d'austérité, budget serré, investissements ciblés dans l'éducation, la santé, l'agriculture. Il reforme une task force anti-inflation et ça marche. L'inflation baisse. Opposé à l'emprunt, il cède pourtant $1 milliard obtenus de la Banque mondiale et du FMI. Une décision difficile mais nécessaire. L'urbanisation explose. Il veut construire 200 000 logements, mais seulement 28 500 verront le jour. Malgré tout, il tente. Il interdit les grèves, fusionne les syndicats, tente de canaliser une société en pleine mutation. Il développe des projets hydrauliques, des centrales thermiques, poursuit la planification de l'usine sidérurgique d'Adjoka. Il fonde la Nigeria National Petroleum Corporation, NNPC, pilier de l'industrie pétrolière nigériane. En 1976, il rend l'école primaire gratuite. Les inscriptions explosent de 6 à 12,5 millions d'enfants. Puis, l'école secondaire suit.
mais les tensions montent. En 1978, des manifestations étudiantes éclatent. Il réagit durement. Universités fermées, activités politiques interdites, syndicats dissous. Il lutte contre la corruption par l'exemple. Les Mercedes sont remplacés par des Peugeot. Le champagne est banni. Il mobilise 12 000 soldats, les aide à se réinsérer. Il veut montrer l'exemple. Olusegun Obasanjo, c'est l'histoire d'un homme qui n'a jamais cessé de défier les attentes. Un militaire devenu président. Un chef d'État qui a refusé les habits occidentaux pour s'ancrer dans ses racines africaines. Dans ce premier épisode, on a découvert comment il a su transformer le pouvoir en une opportunité de refondation nationale dans une Afrique encore marquée par les dictatures. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain épisode, on reviendra sur ce moment unique dans l'histoire du continent. Le jour où un général a volontairement cédé le pouvoir à un civil, devenant le seul chef militaire africain à l'avoir fait. Puis, dans les épisodes suivants, on verra comment il est tombé, emprisonné sous un régime autoritaire pour mieux revenir et propulser des géants économiques comme Aliko Dangote et Tony Elumelu. Enfin, comment il a transformé sa ferme en un empire agricole continental. Si vous pensez que l'Afrique mérite que ces histoires soient racontées avec force et vérité, abonnez-vous, likez et dites-nous en commentaire ce qui vous a marqué dans son parcours. Et surtout, ne ratez pas la suite. Le meilleur reste à venir.